Bonjour, vous avez avec vous le professeur Abdellaoui Abdelaziz de la faculté des sciences de Meknes, Université Moulay Ismaïl, donc responsable du module de thermodynamique chimique, la filière SMC, semestre S4. Bon, je vais présenter aujourd'hui quelques exercices concernant le dernier chapitre qu'on a traité sur la thermodynamique chimique, donc chapitre concernant les mélanges binaires. Bon, j'ai choisi ici trois grands exercices donc pour que l'étudiant puisse donc s'améliorer, donc s'adapter avec le cours et apprendre quelques techniques d'utilisation des diagrammes thermodynamiques. Bon, le premier exercice, il s'agit de mélange binaire dioxygène-diazote. Donc le changement d'état des mélanges binaires oxygène-azote s'étudie grâce normalement au diagramme. Donc ici, nous avons la température en fonction de la fraction molaire de l'oxygène pour ce mélange-là. Et ce diagramme, normalement, il a été tracé d'une façon isobare, donc à pression constante. Donc la pression, normalement, ici, est égale à une atmosphère, c'est-à-dire à peu près 1 bar. Bon, la première question, c'est qu'appelle-t-on un mélange idéal? Donc on sait qu'il y a des mélanges qui sont réels et des mélanges qui sont idéaux. Donc la définition d'un mélange idéal, normalement, il y a plusieurs définitions. On va citer quelques-unes ici. La première, donc, normalement, un mélange idéal, c'est un mélange où les propriétés des corps purs sont conservées. Donc, c'est-à-dire, si je mélange deux corps, donc leurs propriétés, ils restent les mêmes que celles de lorsqu'il est chaque corps il est pur. La deuxième caractéristique, ou si vous voulez, définition de mélange idéal, c'est que c'est un mélange normalement de deux liquides purs miscibles dont le volume total de la solution il est égal au volume des deux liquides, donc la somme des volumes des deux liquides mélangés, c'est-à-dire le volume de mélange est égal au volume de corps 1 plus le volume de corps 2, exactement égal. Donc cette égalité, il est très importante. S'il est différent, et on va voir donc dans certains exercices où on a le volume de mélange, il est différent de V1 plus V2, donc à ce moment-là, on va parler de solution réelle. La troisième définition, on peut dire que c'est un mélange où nous avons la vapeur, elle est considérée comme un mélange de gaz parfait. La quatrième, normalement, c'est un mélange où la pression de vapeur totale de la solution varie linéairement avec les valeurs PA 0 et PB 0, c'est-à-dire lorsque nous avons un élément A et B, et en fonction des fractions molaires dans la solution liquide. PA, normalement, c'est la pression de vapeur saturante de A, et PB, c'est la pression saturante, c'est la pression de vapeur saturante de B. La dernière que je peux donner donc, comme définition de mélange idéal, c'est là où nous avons un delta H de dissolution, c'est-à-dire delta H de mélange est égal à peu près à 0. C'est-à-dire les interactions entre soluté et solvant sont du même grandeur ou de même ordre que les interactions solvant-solvant, soluté-soluté. Bon, on passe à la deuxième question de cet exercice. On pose une question, donc peut-on considérer les mélanges oxygène-azote comme idéaux d'après ce diagramme? Donc, d'après ce diagramme, puisque nous avons ici un fuseau, donc, dans ce diagramme, donc je rappelle, ça c'est un diagramme dans la température en fonction de la fraction molaire de l'oxygène. Donc ici nous avons un fuseau, donc je peux dire d'après ce diagramme que la solution elle est proche de l'idéal puisque nous avons un fuseau quasi régulier, donc ce fuseau, et nous pouvons donc considérer que les interactions entre l'oxygène et l'azote normalement sont identiques
donc ce sont les mêmes, et la solution se comporte donc quasiment comme un liquide pur. Donc c'est une solution idéale. C'est un mélange idéal. Donc, la troisième question, quelles sont les phases en présence dans les domaines 1, 2, 3? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la température. Donc lorsque on augmente la température, normalement, on va vers le domaine des vapeurs. Donc ici, normalement, à température élevée, donc nous avons la vapeur. Donc dans ce domaine, le domaine 3, c'est la vapeur. Et ici, donc, normalement, en bas, donc, là où on a les températures très faibles, donc plus faibles, on a le domaine de liquide. Et donc, entre les deux, donc fuseau, dans le fuseau, on a le domaine 2 qui est normalement donc, un mélange de liquide-vapeur. Donc nous avons ici un mélange, donc ici, liquide-vapeur. Par contre, ici, dans le domaine 1, nous avons la phase liquide et ici, donc, la phase. Donc ici, tout simplement, comment peut-on savoir ça? On sait que, vous savez, donc normalement, il est facile donc de dire que lorsque la température augmente, donc un liquide, normalement, il s'évapore. Donc il s'évapore, donc ici, on a la vapeur. Et ici, donc, lorsque nous avons la température faible, on a liquide, et entre les deux, donc normalement, on a un mélange, la présence de deux phases. La quatrième question, c'est que représente l'ensemble des points de la courbe A? Donc la courbe A, ici, on a dit ici, nous avons la vapeur, ici, nous avons liquide-vapeur. Si j'ai un mélange ici, et je diminue, donc je refroidis donc la température, je diminue la température. Donc ici, on a la température, elle diminue. Lorsqu'on arrive à la courbe A, on aura le commencement de l'apparition des gouttes d'eau ou des gouttes de liquide. Donc ici, la courbe A, normalement, il représente l'ensemble des points pour lesquels apparaît la première goutte de liquide lors du refroidissement de la vapeur. Quel nom donne-t-on aux courbes petit a? Donc ici, cette courbe. Quel nom donne-t-on aux courbes A et B? Donc nous avons cette courbe-là et cette courbe-là. Ça, c'est la courbe de Rosé. Donc normalement, on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a la vapeur et on diminue la température, on a la première goutte qui apparaît de liquide ici. Donc normalement, c'est une courbe de Rosé. Par contre, la courbe B, c'est la courbe d'ébullition. Pourquoi? On a liquide. Lorsque j'augmente la température, donc j'augmente, je chauffe, jusqu'à cette courbe, la courbe B, on a l'apparition de la première goutte qui passe en vapeur. Donc l'apparition de la première goutte en vapeur. Donc ici, normalement, c'est la courbe d'ébullition et ça, c'est la courbe de Rosé. Sixième question, donc, toujours pour le même exercice. On va considérer maintenant N mol d'un mélange de composition XM que l'on porte à la température Tm. Et soit N, soit NL, c'est le nombre de moles de mélange en phase liquide. On vous demande de montrer que NL fois la distance AB, donc cette distance, normalement, il est ici. On va la voir dans la courbe. NL fois AB est égal à N fois AM. Avec N, c'est le nombre de moles qu'on a dit total. Et NL, c'est le nombre de moles de mélange en phase liquide. Donc, pour montrer ça, on a la courbe, donc ici, le point M. Donc, j'ai un point M, donc un mélange. Ici, j'ai le nombre de moles, donc la fraction XM de ce mélange-là. Et j'ai cette distance AM et le segment AB. Donc, point M, sur le diagramme ici, donc c'est un mélange des deux phases. Donc, ici, à ce point-là, on remarque que nous avons deux phases, donc liquide et vapeur. Et on a le nombre de moles total de mélange. Donc ce nombre de moles total de N, il est normalement composé de NL et de NV. Normalement, ça, c'est NV. Donc le nombre de moles dans la phase vapeur et le nombre de moles dans la phase liquide. N est égal normalement à NV plus NL, donc la somme des deux. N, c'est le nombre de moles dans la phase vapeur plus le nombre de moles dans la phase liquide.
Et le nombre normalement NL dans la phase vapeur, il est égal au nombre de moles dans l'oxygène plus le nombre de moles de liquide de l'azote. Donc NL est égal au nombre de moles liquides de l'oxygène et plus le nombre de moles liquides de l'azote. Et NV normalement est égal le nombre de moles dans la phase gazeuse de l'oxygène plus le nombre de moles de la phase vapeur normalement de l'hydrogène. Et on va poser donc les fractions molaires. Les fractions molaires de l'oxygène, on va noter XV et XL. Donc XV, elle est là, et XL est là pour l'oxygène. Donc ici, on a la température en fonction de la fraction molaire de l'oxygène. Donc ici, j'ai le point M de mélange. Donc le point, la fraction de XL, elle est donnée ici. Et la fraction, normalement, de la vapeur, elle est donnée ici, donc XV. Donc à partir de ça, je peux donc trouver donc, la formule XV fois NV plus XL fois NL qui est égal à N total fois XM, donc ce XM là. Avec normalement NV, normalement, est égal à N moins NL, puisque ici, normalement, donc NV est égal à N moins NL. Donc à partir de ça, donc, je peux, si je change ça ici, je trouverai facilement cette formule-là. Et cette formule va me conduire de mettre normalement, donc ici, XL moins XV, c'est quoi? XL moins XV, normalement, est égal à AB, le segment AB, donc ici. Et j'ai ici, dans cette formule-là, XM moins XV. Donc XM moins XV, il est tout simplement égal à la distance, donc XM moins XV, ici, donc est égal à la distance AM. Donc je peux trouver donc ici, et je remplace ici par AM, ici par AB, et je trouve facilement donc la formule demandée. Donc ici, c'est cette formule-là qui a été demandée. Bon, j'ouvre une parenthèse donc pour donner une remarque ici, normalement. Donc ici, cette relation que nous avons montrée tout à l'heure, elle représente le théorème des moments qui s'exprime plus souvent sous la forme NL, donc algébrique, c'est le nombre de moles dans la phase liquide fois donc le vecteur, si vous voulez, MB plus NV MA. Donc ici, le vecteur est égal à 0. Donc ça, c'est l'écriture vectorielle. Donc ce théorème permet en fonction de la position d'un point figuratif M, donc ici, si on a un point dans le diagramme binaire, de connaître la répartition de la quantité en phase vapeur et de celle normalement en phase liquide. Donc je résume. Donc nous avons un point ici, donc il y a un mélange avec une fraction au départ. Donc ici, pour connaître la concentration ou la fraction molaire dans la phase liquide et celle dans la phase vapeur, tout simplement, je vais utiliser ce théorème pour avoir les concentrations ou, si vous voulez, les fractions molaires. La 7e question, c'est à quelle température commence l'ébullition d'un mélange de masse 1 tonne, donc j'ai un mélange d'une tonne, formé de 40% d'azote et 60% d'oxygène. Bon, donc ici, il s'agit de déterminer donc, la température où on a l'ébullition. Donc 60% d'oxygène, ça veut dire que normalement, j'ai la fraction molaire de l'oxygène, normalement dans la phase liquide, elle est égale à 0,60. Donc ici, donc on est à ce point-là. Donc pour déterminer la température, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va chercher donc ici le point où on aura l'ébullition, c'est à ce point-là. Et on va calculer, donc on va lire dans le graphe, donc la température. La température, elle est 83 Kelvin. Donc tout simplement, on a la fraction molaire de l'oxygène, elle est là. Et je lis, donc je peux lire sur le diagramme la température où j'ai l'ébullition, le commencement de l'ébullition. Donc le commencement de l'ébullition, il se fait normalement lorsqu'on arrive à la courbe d'ébullition. Ensuite, on pose une question, à quelle température faut-il arrêter l'ébullition
pour récupérer un liquide contenant 75%, donc 75% de dioxygène. C'est-à-dire la fraction molaire de l'oxygène est égale à 0,75. Donc 0,75, on est là. Donc ici, donc 0,6, 0,7, 0,75, c'est ici normalement. Donc la fraction, donc elle est à 0,75. Donc pour lire la température qu'il faut-il arrêter, faut-il arrêter l'ébullition, donc ici normalement, tout simplement, on va lire la valeur, donc ici, d'après le diagramme. Donc ici, je tire jusqu'à ici, donc jusqu'à 85, donc ça sera 85 Kelvin. Ensuite, la 9e question, quelle masse ml de liquide récupère-t-on? Donc ici, normalement, il s'agit de, donc pour tout à l'heure, donc pour la fraction 0,75, c'est-à-dire 75% d'oxygène. Donc pour un tel mélange où nous avons XL est égal à 0,75, donc normalement, on va lire ici et avoir, donc on va chercher la composition dans la phase vapeur. Donc tout simplement, on va lire sur la courbe de Rosé. Donc ici, la fraction de départ, lorsque j'arrive à la courbe d'ébullition, je vais donc projeter ici l'horizontale jusqu'à la courbe, normalement, de Rosé, et je vais lire, normalement, la fraction, donc la fraction de l'oxygène dans la phase vapeur, normalement, il est égal à 0,42. Donc ici, normalement, c'est demandé donc la masse du liquide. Donc on a calculé, on a déterminé d'abord la fraction de l'oxygène dans la phase vapeur, et puis on va calculer la masse. Comment on va calculer la masse? Donc ici, on sait que, d'après la formule qu'on a démontrée tout à l'heure, on a NL fois VL est égal à N fois VN. Donc ici, au lieu de tout à l'heure ABM, AMB, donc on a normalement, on a ici, au lieu de AMB, on a normalement noté avec VL et NVN. Donc ici, je tire le NL, ça sera égal à ça. Et normalement, donc d'après donc ici, normalement, tout simplement, le Vn, c'est X moins XV. Et VL, normalement, c'est XL moins XV. Et le nombre de moles total N du mélange est donné, donc par la relation petit n, il est là, est égal à la masse, donc ici, sur la masse molaire totale, donc la masse molaire du mélange. La masse molaire du mélange, c'est la fraction fois la masse molaire de l'oxygène plus la fraction molaire de l'azote fois la masse molaire de l'azote. Et donc ici, comme ça, donc je peux calculer le NL, je remplace ça ici et je fais le calcul. Donc ici, je trouverai ça. Seulement, il faut faire attention, donc ici, normalement, le 1 fois, lorsqu'on fait l'application, on a mis 1,610. Donc ici, 10 à la puissance 6. Tout simplement parce qu'on a la masse tout à l'heure, c'est 1 tonne. Et on a les masses molaires ici, ils ont été utilisées en grammes. Donc je dois transformer 1 tonne en grammes, normalement, ça sera égal à 10 à la puissance 6. Donc ça, c'est une remarque à faire attention. Donc nous avons, pour faire le calcul, c'est 1 fois 10 à la puissance 6, c'est-à-dire c'est la masse en grammes. Donc je trouve à la fin, donc ici, que le nombre de moles NL est égal à 1,8 fois 10 à la puissance 4 moles. Donc ici, on a calculé le nombre de moles dans la phase liquide. Donc cette quantité de liquide correspond à un mélange dont la composition normalement est de 75% de l'oxygène et de 25% de l'azote. Donc la masse molaire d'un tel mélange est donc donnée et de normalement la masse molaire de mélange est égale à 0, donc la fraction molaire de l'oxygène fois la masse molaire de l'oxygène, plus la fraction molaire de l'azote fois la masse molaire de l'azote, et je trouve que la masse molaire est égale à 31, et je calcule donc la masse, ça sera égal au nombre de moles fois la masse molaire. La masse molaire, on l'a calculée ici, et le NL, on l'a calculé tout à l'heure, donc on trouve normalement à la fin que la masse demandée, elle est égale à 5,6 10 à la puissance 5 grammes.